on veut présenter un diagnostic du changement climatique en Haute-Pyrénées aux horizons 2035 et 2055. Donc, on va commencer quand même par revenir un petit peu sur ce qui s'est déjà passé, en regardant ce que nous apprennent les observations. Tout d'abord, en termes de température, donc des températures qui sont déjà à la hausse. Donc, en moyenne, à l'échelle planétaire, on est déjà à plus 1,1 degré par rapport à la période de 1850-1900. Le réchauffement est plus rapide sur les continents, on est à plus 1,6 degré. En France, plus 1,7. Et en fait, on a bien identifié la cause de ce réchauffement. Il s'agit des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, des émissions qui sont liées aux activités humaines. Par exemple, en France, on sait qu'environ 30% vient du transport et plus de la moitié liée aux voitures individuelles. Il vient ensuite l'industrie, les bâtiments, l'agriculture et la production d'énergie. Ici, vous pouvez voir l'évolution de la température pour la série de Tarbes. Vous avez en bas les années, et chacun des bâtons correspond à une année, entre 1959 et 2020. Donc quand c'est rouge, ça veut dire que l'année était plus chaude que la moyenne 1961-1990. Et quand c'est bleu, l'année était plus froide. Donc on voit bien sûr des variations d'une année à l'autre, qu'on appelle la variabilité naturelle du climat, qui a toujours existé. Mais ces variations se superposent très nettement à une tendance au réchauffement. Donc ici, on gagne environ 0,3 degrés tous les 10 ans. Et c'est encore plus rapide en été. Alors logiquement, il fait de plus en plus chaud, on a aussi de plus en plus de canicules et de moins en moins de gelées. Donc plus de journées chaudes, c'est-à-dire des journées où la température atteint 25 degrés, plus de vagues de chaleur, et moins de jours de gel, moins de vagues de froid. Donc, ce graphique-là, il représente les canicules en Midi-Pyrénées. En fait, chaque bulle correspond à une canicule. On reconnaît par exemple donc, la plus grande des bulles qui représente 2003. Vous avez en abscisse la durée de la canicule, donc ici environ 15 jours, et en ordonnée un indicateur de température. Vous pouvez voir que finalement, au cours des étés récents, on a quasiment au moins une canicule par an. Vous voyez les deux petites bulles 2019, où la température a atteint quasiment les mêmes niveaux qu'en 2003, mais sur des périodes moins longues. C'est pour ça que les bulles sont un petit peu plus à la gauche. Et la bulle de août 2020, au milieu des autres. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a colorié différemment les bulles qui correspondent aux canicules pour la période 1947-1984 et en doré pour celles au cours des dernières décennies. Et on voit très bien que la plupart des canicules ont eu lieu ces dernières années. Pendant longtemps, lorsqu'on posait aux scientifiques la question, mais est-ce que le changement climatique est responsable de ces canicules? Les scientifiques étaient assez prudents. On disait le changement climatique, ça se traduit par une augmentation de la température à l'échelle du monde. Et on était un petit peu frileux à l'idée de dire que tel événement était lié au changement climatique. Alors maintenant, on a un petit peu avancé sur ces sujets-là. Et en tout cas, pour ce qui concerne les canicules, c'est plus compliqué encore pour des tempêtes. Mais en termes de vagues de chaleur, maintenant, le lien est clairement établi avec le réchauffement climatique. Et on peut affirmer que de tels épisodes sont à la fois plus chauds et plus fréquents à cause du changement climatique. Donc ici, c'est l'exemple de la canicule de juin 2019. Le 27 juin, ça a été la journée la plus chaude pour un mois de juin depuis 1900. Vous voyez sur la carte les nombreux records battus, donc y compris ici dans les Hautes-Pyrénées, on a eu 39,4 degrés à Adas. Et le 28, c'est le record absolu, il n'avait jamais fait aussi chaud en France, qui a été battu dans le sud-est de la France. Alors en termes de précipitation, c'est un petit peu plus compliqué. Si on regarde ici cette carte, chacun des petits points correspond à une station. On a mesuré les précipitations et tous les petits points sans couleur, eh bien, ce sont des endroits où on ne peut pas dire, on ne sait pas calculer de tendance. Est-ce que les précipitations ont augmenté ou diminué au cours des dernières décennies? Alors, quand même, si on regarde cette carte, la vision d'ensemble, c'est qu'on a un contraste nord-sud, avec plutôt une augmentation au nord et une diminution au sud. Mais bon, là où il faut faire attention, en plus, tout ça cache des contrastes saisonniers importants. Donc, par exemple, si on prend la série de Hoche, alors désolé, je n'avais pas de série de bonne qualité dans le département 65,
Et si on regarde à gauche, ben, on voit bien cette fois-ci, ce qu'on représente, c'est le rapport à la référence. Donc, en vert, les années plus pluvieuses que la moyenne 61-90 et en marron, les années plus sèches. Ben là, on voit plus une alternance des années sèches et des années pluvieuses, mais c'est difficile de calculer une tendance, de voir vraiment une évolution en termes de précipitation. Alors, si on ne sait pas trop dire ce qui se passe au niveau des précipitations, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien dire pour le cycle de l'eau? Ben non. Parce que, en fait, rien que sous l'effet du réchauffement, on a plus d'évaporation, plus de transpiration des plantes, on a plus d'évapotranspiration. En fait, ça suffit à faire de plus en plus de sécheresse. Donc, on voit des sécheresses qui sont plus fréquentes et également plus étendues. Elles concernent des surfaces plus étendues. Donc, ici, le graphique de droite représente le pourcentage annuel de surfaces touchées par la sécheresse, en moyenne pour Midi-Pyrénées. Donc, de 1950 à 2020. On voit à la fois ces sécheresses de plus en plus fréquentes et on a une multiplication environ par 3 de la surface touchée par la sécheresse. Donc, on entre maintenant dans le cœur du sujet qui nous intéresse, donc quel climat pour demain. Avec un petit rappel théorique sur un petit peu comment on fait pour connaître les climats du futur, simuler les climats du futur. Donc on l'a dit, le climat il est beaucoup influencé par les gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère. Et évidemment, on ne connaît pas quelles seront les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre dans le futur. Donc on est obligé de faire des scénarios d'évolution. On les appelle les RCP. Donc ils représentent des évolutions futures plausibles pour les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc ici on distingue le scénario en rouge, le RCP 8.5. On va appeler scénario sans régulation, où on poursuit les émissions au même rythme qu'actuel. On a ensuite deux scénarios intermédiaires. On regardera uniquement le scénario RCP 4.5. On voit que les émissions se stabilisent dès les années 2040, pour ensuite décroître. Et un scénario vertueux, où là on a vraiment une forte réduction des émissions dès maintenant, donc le 2.6. Une fois qu'on a ces scénarios pour les émissions, on va les mettre en entrée de modèles climatiques. Alors, les modèles climatiques sont en fait des calculateurs qui vont simuler l'évolution du climat, d'abord à l'échelle du monde entier, ce qu'on appelle les modèles globaux, que vous voyez ici à gauche. Ensuite, on va raffiner les résultats à l'aide de modèles à plus haute résolution, qui simulent par exemple le climat à l'échelle de l'Europe. Dans ces modèles-là, on a une meilleure représentation du relief, par exemple, et aussi des traits de côte. Ça permet de prendre en compte des phénomènes que les modèles climatiques sont incapables de simuler, comme les vents régionaux, la tramontagne, le mistral, et surtout voilà, les effets liés au relief. Enfin, les modèles ils sont imparfaits, ils ont des biais. Et donc, la dernière étape, c'est en fait, de corriger ces modèles en utilisant des observations de référence. Donc là, par la suite, je vais vous présenter des résultats déduits d'un jeu qui a été produit récemment à Météo France, qu'on appelle le jeu DRIAS 2020. Donc il s'agit d'un ensemble de projections climatiques à haute résolution qui ont été corrigées par rapport aux observations. Donc pour les trois scénarios dont on a parlé, le 2.6, le 4.5 et le 8.5, on a environ une dizaine de simulations par scénario. Alors si on a 10 simulations par scénario, comment on fait pour représenter ça? Par exemple ici, si on regarde le scénario 4.5, avec le réchauffement en été entre les périodes 76-2005 et 2071-2100, pour chacun des modèles dont on dispose, on a une valeur du réchauffement moyenne sur la France. Donc pour les modèles qui réchauffent le moins, on est autour de 1 degré, et pour les modèles qui réchauffent le plus, ça peut aller jusqu'à plus de 3 degrés. Par exemple, sur le diagramme de droite, on peut considérer que chacun des petits points jaunes correspond à la valeur d'un des modèles. Et si on voulait regarder une carte du réchauffement, il faudrait regarder 10 cartes. Donc ça, c'est pas forcément évident. C'est beaucoup d'informations qu'on va essayer de résumer grâce aux statistiques. On peut par exemple regarder une valeur médiane, là, qui correspondra à la valeur indiquée 50%, ou on peut calculer un intervalle de confiance et regarder la borne inférieure et la borne supérieure de cet intervalle de confiance. Donc déjà, voilà, on estime qu'avec ces deux valeurs, on va noter inf et sup, on a déjà une bonne idée de l'ensemble des futurs possibles. Donc on y va, on regarde après ce jeu DRIAS 2020,
que donne l'évolution des températures en moyenne sur la France. Donc ici, on représente des écarts à la moyenne 1976-2005 pour les 3 scénarios dont on a parlé, donc en rouge le RCP 8.5, en jaune le 4.5 et en vert le 2.6. Vous avez donc la ligne qui représente la valeur médiane et autour l'intervalle de confiance entre les modèles qui réchauffent le moins, la borne inf, et ceux qui réchauffent le plus. On voit bien qu'à la fin du siècle, le choix du scénario est vraiment déterminant. Il y a un réchauffement qui s'étale d'environ plus 1 degré pour le scénario le plus vertueux, jusqu'à près de 4 degrés pour le scénario 8.5. Bon, en revanche, aux échéances qui nous intéressent, on voit que finalement le choix du scénario n'est pas encore si déterminant que ça. Donc nous, dans la suite de la présentation, on va se concentrer pour ne pas trop multiplier les cartes sur le scénario 4.5, le médian. Donc on regarde ce que ça donne à l'échéance 2035 pour le département des Hautes-Pyrénées. Donc en bas, la carte, on regardera souvent cette présentation, la carte du bas représente l'intervalle bas, la borne inférieure de l'intervalle de confiance, donc les modèles qui chauffent le moins, et en haut, les modèles qui chauffent le plus. Donc on voit bien que ça va d'environ plus 1 degré à plus 1,6 degré pour les modèles qui chauffent le plus, voire 2 degrés sur les reliefs. Donc ça, c'était l'horizon 2035. On va un petit peu plus loin dans le temps pour l'horizon 2055. Et donc cette fois-ci, un petit peu plus chaud pour la borne inf et surtout pour les modèles qui réchauffent le plus. On est à plus 2,2 sur une grande partie du département et presque 3 sur les reliefs. Donc on l'a dit, s'il fait plus chaud, logiquement, on a aussi plus de canicules. Donc là, on aura systématiquement la référence 1976-2005 sur la gauche, les 2 horizons en colonne, donc le futur 2035, première colonne, 2055, deuxième colonne, et donc les modèles qui chauffent le moins en bas, les modèles qui chauffent le plus en haut. Donc on voit que dès l'horizon 2035, on a déjà beaucoup plus de jours de canicule. Et à l'horizon 2055, pour les modèles qui chauffent le plus, ça va de plus 35 jours à plus 60 jours selon la localisation dans le département. Alors, pour le nombre de jours de gel, c'est vrai, ça diminue. Donc là, je ne sais pas si les échelles de bleu, c'est très flagrant, mais si vous regardez l'horizon 2055, pour les modèles qui réchauffent le plus, on a quand même moins de jours de gel, entre -1 jusqu'à -7 sur les reliefs. Mais le gel de printemps, donc là, on est exclusivement sur la saison printanière, donc le gel de printemps ne disparaît pas totalement. Donc avec le réchauffement, on peut s'attendre peut-être à une reprise de la végétation plus précoce, et il reste des jours de gel, donc le risque ne disparaît pas. Donc sur les précipitations pour les décennies à venir, on continue à avoir des incertitudes. Donc là, ça vaut la peine un petit peu de s'éloigner de la France pour essayer juste de comprendre. Si on regarde la carte de gauche en hiver, on a des zones qui s'humidifient, qui sont repérées par les couleurs vertes, bleues, et les zones qui s'assèchent, qui sont plutôt dans les couleurs jaune, marron. Donc on voit bien que la France, en fait, elle se situe entre ces 2 zones. Et en fait, d'un modèle à l'autre, la limite entre ces 2 zones, elle va varier, plus ou moins au nord, plus ou moins au sud. Et du coup, on a beaucoup d'incertitudes sur notre pays. C'est difficile de conclure sur l'évolution future des précipitations. La carte de droite, elle représente l'été. Là, on voit qu'il y a quand même un consensus entre les modèles. On va plutôt vers une diminution des précipitations en été. Donc, on l'a dit, en termes de sécheresse du sol, le réchauffement suffit à expliquer un assèchement. Donc là, il y a 2 cartes qui montrent l'horizon 2035 et 2055. Et plus vous allez vers des tons rouge foncé, plus vous voyez une évolution de la sécheresse des sols. Donc vraiment avec des sols beaucoup plus secs à l'horizon 2055. Donc ici, la présentation est un petit peu différente. Je ne vous présente pas les bornes inférieures et supérieures de l'intervalle de confiance parce que ces données n'ont pas été actualisées avec le nouveau jeu de RIAS. Mais c'est des travaux en cours, donc bientôt on aura toute la précision qu'on avait pour les autres paramètres, aussi pour la sécheresse des sols.
Donc on a également une baisse de l'enneigement, donc ici pour la Haute-Bigorre, une baisse qui est notamment marquée pour les moyennes altitudes. Donc ici, on regarde l'épaisseur moyenne de la neige. Donc si on se place à 1500 mètres, c'est la ligne qui est repérée en gras. On voit que donc sur la période de référence, on est en moyenne à 27 cm de neige. Et donc on diminue 20 cm, puis 16 cm selon les modèles qui réchauffent le moins, et 13 cm et 11 cm selon les modèles qui réchauffent le plus. À l'horizon 2055, on a donc perdu 16 cm en moyenne pour l'altitude 1500 mètres en Haute-Bigorre. Alors tout ça, ça a des conséquences sur les débits. Si on regarde les débits des rivières en régime pluvial, c'est-à-dire les rivières qui sont principalement influencées par les pluies, la baisse des précipitations l'été plus la hausse de l'évapotranspiration sous l'effet du réchauffement, ça va faire une baisse des débits d'étiage et un allongement des périodes d'étiage. Donc pour les rivières en régime nival, donc qui sont principalement, le débit est principalement lié à la neige, là ça va dépendre des saisons en fait, puisque donc de décembre à mars, on aura moins de neige mais plus de pluie, donc finalement on peut avoir une hausse des débits, alors que de mars à juin, comme on a eu moins de neige, on a une baisse du pic de fonte et donc une baisse des débits. Alors, vous pouvez accéder vous-même en ligne à tous ces diagnostics que je vous ai présentés sur deux portails, le portail DRIAS et le portail ClimatHD. Donc, le portail DRIAS, c'est notamment des cartes avec tout un tas d'indicateurs sur ces données donc spécifiques à la France. Et récemment, on a rédigé un rapport à partir de toutes ces nouvelles projections, donc les nouvelles projections climatiques de référence pour la métropole. Vous voyez la couverture de rapport ici à gauche. Le portail ClimatHD, il est plus à destination de grand public, avec à la fois le passé et le futur. Donc on n'a que du futur dans le RIAS. Alors, un point peut-être d'intérêt ici, très récemment, dans le portail RIAS, ont été intégrés de nouveaux indicateurs spécifiques à l'agriculture. Donc le cumul des précipitations d'avril à octobre, la somme des températures en base 6 degrés d'avril à octobre, etc. Donc, moi, je ne suis pas spécialiste du tout de ces indicateurs, mais je pense que donc, l'intervenante suivante sera plus précise sur tout ça. Donc ici, en conclusion, à quoi s'adapter, pour quelle échéance? Donc le changement climatique, il est déjà en cours et mesurable sur le territoire des Hautes-Pyrénées. À l'horizon futur proche, les évolutions en cours vont se poursuivre et s'intensifier. Donc des températures plus chaudes, des vagues de chaleur plus fréquentes en été, des sécheresses des sols plus sévères, une baisse de l'enneigement en moyenne montagne et des modifications des débits. À l'horizon futur lointain, finalement les conditions climatiques elles dépendront de l'efficacité des mesures qui auront été mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment pas uniquement dans le département des Hautes-Pyrénées, mais tout ça aussi à l'échelle mondiale. Alors voilà, pour finir, un petit peu de contexte, puisque en août 2021 est sorti le nouveau rapport du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc c'est un organe onusien qui ne fait pas de recherche sur le climat, mais qui fait une synthèse de tous les travaux existants et qui ensuite rédige des rapports qui sont notamment à l'attention des décideurs et qui servent lors des COP, donc des grandes conférences pour limiter le réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Donc le dernier grand rapport de synthèse en date, il datait de 2014, et c'est lui qui avait servi de base à la COP 21 qui a eu lieu à Paris en 2015, et COP au cours de laquelle les États se sont engagés à limiter l'augmentation de la température mondiale à 2 degrés, voire aller vers l'objectif 1,5 degré. Donc, depuis la COP 21, il y a eu de nouveaux rapports du GIEC, avec un peu un monde à 1,5 degré, à quoi ça correspondrait, des rapports spécifiques sur l'océan, la glace et les continents. Et donc là, on part sur vraiment une nouvelle série de rapports, donc les AR6, et la première partie sur les bases scientifiques vient de sortir en août 2021. Donc dans ce rapport, on peut lire que si les émissions globales de gaz à effet de serre se maintiennent au niveau actuel
le réchauffement de la planète atteindra 2 degrés dès le milieu du siècle. Cependant, si nous réduisons rapidement les émissions de gaz à effet de serre, il est encore possible de maintenir le réchauffement en deçà des 2 degrés. Et pour chaque fraction de réchauffement planétaire supplémentaire, les changements sont amplifiés. Donc, en d'autres termes, chaque fraction de degré que nous pouvons éviter compte. Voilà, je vous remercie de votre attention.